Salut monsieur, bonsoir et bienvenue à cette seconde édition des élections en Afrique. Et aujourd'hui, comme lors de la première édition, nous partons au Cameroun où nous attend dans la capitale économique du Cameroun, Jonathan Batangene. Jonathan Batangene qui est justement, il faut le dire, un géostratège, l'un de ces jeunes qui en réalité ont pris la route et le chemin du panafricanisme médiatique que nous allons lancer au cours des années 2010-2011 pratiquement, avec beaucoup d'hésitation parce que beaucoup ne croyaient pas que un journaliste, une personne puisse aller contre les intérêts de la France ou tout au moins dénoncer les tares et les avatars, tout au moins aussi les retards de l'Afrique. Cela a été fait et au cours de cette édition, nous avons cette thématique qui concerne le Cameroun. Élection présidentielle au Cameroun 2025 pour ou contre la candidature de son Excellence Paul Biya, le président de la République de ce pays-là. Jonathan Batangene, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère Hubert, bonsoir à tous les téléspectateurs de ce média révolutionnaire parce que quand Hubert officie quelque part, c'est toujours l'esprit révolutionnaire qu'il a toujours traîné, qui s'y dégage et s'y diffuse. C'est toujours un plaisir parce que Hubert, comme vous le disiez déjà dans le discours, dans votre propos introductif, eh bien vous êtes un des pionniers. Quand on est avec vous, on est avec ceux qui ont tracé les chemins du néo-panafricanisme, ce panafricanisme renouvelé, ce panafricanisme triomphant, qui va de victoire en victoire, qui ébranle les forteresses de l'impérialisme et aujourd'hui permet à l'Afrique de regarder son avenir de manière sereine. Nous vous rendons cet hommage et nous pensons que c'est un privilège que de partager cette magnifique émission avec vous, surtout que le thème est révolutionnaire. Ça arrive à un moment, à une période charnière de l'histoire du Cameroun. Charnière pourquoi? Nous allons l'expliquer. Et pourquoi est-ce que le thème est révolutionnaire? Je crois que l'enjeu lui-même en dit long. Cette affaire qui arrive à un moment charnière, vous venez de le dire, qu'est-ce que vous mettez dans charnière à ce moment précis? En fait, la période est charnière parce que le président Paul Biya a cheminé pendant longtemps dans une sorte de furtivité, pour emprunter aux militaires. Il était dans une révolution muette, une révolution silencieuse, portée par un idéal qu'il avait du mal à exprimer publiquement. Il défendait la souveraineté du Cameroun, se battait contre les intérêts étrangers au Cameroun et faisait tout pour promouvoir les intérêts locaux. Ce n'est qu'avec la visite d'Emmanuel Macron il y a de cela 2 ans, en 2022, que les Camerounais ont découvert à leur grande surprise que les intérêts français étaient passés de 40% dans les années 80 à seulement 10% et même moins de 10% en 2022. Aujourd'hui, on sait que le président Paul Biya avait mis en place plusieurs mécanismes qui devaient permettre à l'économie camerounaise de décoller sur des bases nationales. Et donc, il rejoignait là le projet nationaliste des pères fondateurs, y compris celui qui l'a succédé, le président Ahidjo, parce que le cap nationaliste dans l'économie, c'est le président Ahidjo qui va vraiment l'amorcer et lui, le président Paul Biya, va le continuer, il va le renouveler, il va même l'amplifier au point où il a diminué les intérêts occidentaux au Cameroun. Il a été freiné par un ensemble de politiques internationales, dont les plans d'ajustement dans les années 90. Il est passé par la conjoncture internationale négative qui était aux crises économiques dans les années, à partir de la fin de la première décennie 80 jusqu'à la fin de la première décennie 2000. Il a réussi à redresser l'économie camerounaise, quoique il reste encore beaucoup de failles. Aujourd'hui, on a une économie qui est en pleine reconstruction. On a un secteur productif qui est tenu dans les secteurs névralgiques par les locaux. Les Camerounais sont propriétaires chez eux. Quand vous faites la cartographie foncière du Cameroun, vous comprenez qu'il y avait un véritable projet nationaliste. Les Camerounais sont pour la plupart des propriétaires fonciers
comparatif avec la plus grosse économie de la zone CFA, la Côte d'Ivoire, pour remarquer que 80% des étrangers détiennent le foncier à Abidjan. Un contraste avec l'économie camerounaise. Donc, tous ces enjeux font que nous sommes en 2024, non pas au rendez-vous de l'alternance, mais au rendez-vous du grand tournant souverainiste camerounais. Il faudra soit que finalement en 2024, le président Paul Biya bascule totalement du côté du souverainisme et du panafricanisme, soit qu'il continue d'être tiraillé par les forces endocoloniales qui manœuvrent au sein du pouvoir et à l'extérieur du pouvoir, c'est-à-dire dans l'opposition, pour le happer et le maintenir au carrefour de l'embarras, s'il faut emprunter au célèbre philosophe Tebboussi Boulaga. Nous pensons que le président Paul Biya devra donc se décider et la réponse à votre question par les forces en présence déterminera le cap de 2025. C'est en cela que ce thème est tout à fait visionnaire et c'est pour ça que ce programme d'émission que vous avez conçu va déterminer la charpente certainement des présidentielles en 2025 et le discours qui sera certainement le discours dominant dans les officines politiques. Cette émission, vous l'avez dit au départ, que j'ai toujours eu cette posture de pionnier. Cette émission avec cette thématique, ce sera chaque mois et nous l'avons, vous le comprenez très bien, nous l'avons lancé, vous comprenez très bien pourquoi nous l'avons lancé cette semaine, parce que justement le président de la République, Paul Biya, au Cameroun là-bas, va justement donc célébrer et présider le 20 mai prochain la fête nationale de l'unité. Mais en réalité, vous êtes en train de dire qu'à côté de ces célébrations, et j'ai admiré et bien aimé ce que vous venez de peindre là, il y a ce qu'on peut appeler la dynamique des révolutions de couleurs. On va revenir sur le thème. Qu'est-ce que vous entendez par dynamique des révolutions de couleurs à partir de certains narratifs? Par exemple, le narratif de l'opposition, Alliance de l'opposition, le narratif de Maurice Kamto, dernièrement à sa conférence de presse. Comment vous comprenez cela? Ok, avant de revenir sur le narratif, sur le principe de révolution de couleur, nous allons essayer de placer les Camerounais dans le schéma historique de développement de la trajectoire politique de notre président de la République, mais également de notre pays. En fait, quand le président Paul Biya prend le pouvoir, il y a un tournant vers la nationalisation de l'économie qui a été amorcée par le président Ahidjo. La CAMER est née, un ensemble d'entreprises nationales sont nées et ces entreprises viennent pour amener les Camerounais à prendre le contrôle de leur secteur productif. Le président Ahidjo, pour appuyer cela, va au sein des entreprises entamer ce qu'on appelle la nationalisation des cadres, une politique qui visait à donner l'expérience aux cadres camerounais pour qu'ils aient la compétence de gérer les entreprises. Le président Paul Biya va être coupé net dans son élan à partir de la fin de la première décennie 80 par un ensemble de crises artificielles qui ont été provoquées en Occident alors qu'il avait dit qu'il n'irait jamais au FMI. Il a été coupé dans sa trajectoire par les canaux internationaux, ce qui a freiné l'élan nationaliste qui était donné à l'économie. Ensuite, il a été également coupé sur le plan politique avec ce qu'on a appelé le multipartisme. Des révélations des hommes politiques de 1980, on sait, de 1990, on sait qu'en fait le multipartisme était un mouvement de pression, la première grande révolution de couleur engagée par l'Occident pour empêcher les présidents nationalistes africains de pouvoir implémenter un programme purement nationaliste. Le président Paul Biya va faire les frais de ces mouvements de pression parce que le vent de multipartisme va venir l'obliger à composer avec de nouvelles forces qui en fait seront l'endocolonat camerounais qui va se reconstituer dans ce qu'on appelle l'opposition. Et cet endocolonat va s'imposer désormais dans le jeu politique national. Et c'est dans ce contexte-là que le président Paul Biya a évolué. Pour les enfants qui sont nés entre 1980, c'est-à-dire ma génération, et aujourd'hui, vous allez remarquer que cette opposition a travaillé essentiellement à faire du président Biya un démon à haïr.
C'est-à-dire que si vous voyez un jeune de ma génération dire le président Biya a fait des choses bien, on trouve qu'il est anormal. Parce que on a trouvé une opposition dont le travail médiatique et même ce qu'on a appelé la liberté de presse a été conçu comme un mouvement de pression contre le président Biya pour l'empêcher de prendre totalement le cap nationaliste. Alors, aujourd'hui, la révolution de couleur est en train de prendre une autre dimension. C'est qu'ils se sont rendus compte que Lando Colonna au pouvoir et Lando Colonna dans l'opposition n'arrive plus véritablement à peser totalement sur les décisions du président de la République. Il y a de plus en plus une classe politique consciente, une génération qui assume la posture du président Biya, qui assume son soutien au président Biya et qui veut le porter à la tête de la grande révolution souverainiste au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font donc? Pour le contrarier, pour le contraindre à revenir dans ce qu'ils appellent leur bonne grâce, ils sont donc en train de faire la surenchère. C'est dans cette logique que le professeur Maurice Kamto est allé au créneau en posant l'idée d'une révolution de couleur comme étant l'ultime moment de changement à la tête de l'État du Cameroun. Il l'a fait dans la conférence de presse il y a quelques jours après la défaite de Success Masra. Il a commencé à dire quels sont les véritables plans de cette opposition, c'est-à-dire renverser le président Biya sans pour autant nous proposer un projet alternatif qui aille dans le sens de plus de défense de souveraineté du Cameroun. Et quand vous regardez les plans de tous ceux qui font la promotion de cette révolution de couleur, c'est-à-dire tous ceux qui disent en 2025, nous allons mettre les gens dans la rue, nous allons provoquer une révolution au Cameroun, il n'y a jamais dans aucun de leurs discours une once de critique contre le franc CFA, contre la domination des firmes multinationales dans le secteur de l'énergie, alors que les mêmes nous disent que dans le secteur de l'énergie, nous n'avons pas d'électricité. Ils font semblant d'ignorer que le secteur de l'énergie a été privatisé et que c'est les capitalistes privés occidentaux qui ont démembré notre secteur énergétique, nous ont entraînés dans une politique énergétique assez risquée qui aujourd'hui est en train d'être contre-productive pour notre État. Donc, ils n'adressent jamais ceux qui sont les véritables responsables des coupures d'électricité au Cameroun. Ils font tout pour faire croire qu'il s'agit essentiellement du président Biya. Quand il parle du Cameroun, il cherche toujours des points sur lesquels s'abouter, qui sont en fait les justificatifs d'une critique acerbe contre le président, pour remonter une partie de l'opinion toujours contre lui, faire pression sur lui et servir de levier de pression locaux, à la pression internationale qui est généralement faite dans le but de l'ouverture aux capitaux internationaux. C'est dans cette logique que se prépare la révolution de couleur au Cameroun, c'est-à-dire un alignement de l'opposition camerounaise sur les positions des capitalistes internationaux qui veulent faire main basse sur les ressources camerounaises et veulent forcer la main au président Biya en passant par son entourage qui lui également parfois est corrompu ou bien est truffé d'individus peu recommandables. Et quand vous regardez de manière générale, cette volonté de révolution de couleur est portée par des acteurs qui sont à la fois à l'intérieur du système et à l'extérieur. Je veux pour preuve le discours de cet élément du BIR qui a été arrêté. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'appelle Moja Moja. Il officie au BIR dans la région du sud-ouest. On l'a vu dire qu'il y a des officiers de l'armée qui étaient prêts à faire un coup d'État. Mais quand vous écoutez les raisons de ce coup d'État, c'est essentiellement des raisons endocoloniales. En fait, toute cette surenchère de révolution de couleur et de coup d'État va dans le sens de ramener le président Biya à ce qu'on appelle la sagesse dans le giron de l'Occident. C'est-à-dire à leur ouvrir les bras et à leur permettre de piller les ressources du Cameroun. Tout ça parce qu'ils ont peur d'une chose. Ils ont peur essentiellement d'une chose. Le rapprochement du président Biya le rapprochement du président Biya avec les panafricanistes et surtout le fait que de plus en plus les panafricanistes sont nombreux au Cameroun et sont en train de monter tout près du président, prêts à faire la première garde autour de lui. En fait, cette analyse qui me semble vraiment probable et peut-être que on ne pourra pas voler la thématique
Pan-African TV, en fait, de Canal Afrique, la chaîne de la diaspora, parce que, je le dis, pour ou contre la candidature de président de la République Paul Biya, nous irons jusqu'à ce que la convocation des urnes soit faite sur cette chaîne. Et quelque chose m'a intéressé. Ça veut dire que, en réalité, vous êtes en train de dire à tout le monde entier qu'il y a un élément du BIR qui a été arrêté parce qu'en dévoyant en principe les ressources cachées du BIR en cette matière-là. Ou alors le BIR n'est pas très à côté, mais que cet élément est venu trahir ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent entraîner le BIR dans cette propension de coup d'État militaire. Vous savez, tous ces éléments visent une chose. C'est un message subliminal passé au président Biya. Kamto dit à travers son idée de révolution de couleur, si tu continues, parce que le président Biya comprend très bien le discours qui est développé par les patrons de Kamto, c'est-à-dire les Occidentaux, il dit, si tu continues ton rapprochement avec les panafricanistes, sache une chose, nous sommes prêts à te chasser du pouvoir. Ce qui est impossible. En l'état actuel des choses, c'est impossible parce que la rue camerounaise, elle est panafricaniste. Quand nous passons dans les rues, nous voyons comment les Camerounais ont pris conscience et nous disent bravo, vous nous avez ouvert les yeux. Maintenant, au niveau du BIR, pourquoi ils veulent à tout prix inféoder le BIR? Parce qu'ils se rendent compte que toute dynamique de rébellion ne peut pas aboutir. Mon frère Hubert, aujourd'hui au Cameroun, il y a 14 groupes WhatsApp qui ont été créés. Je parle des éléments que les agents de la DGRE et de la DST ont déjà vérifié parce que je suis sûr qu'ils sont mieux renseignés que moi. Les groupes WhatsApp s'appellent Pour le Peuple. Donc quand vous entrez dans ces groupes WhatsApp, c'est pour... Dans ces groupes WhatsApp, deux noms circulent. Kamto Maurice, Marafa Amidou Yaya. Et les discours dans ces groupes WhatsApp sont des discours simplement de nature à inciter à la rébellion. D'ailleurs, les acteurs à l'intérieur n'hésitent pas à dire qu'ils sont prêts à faire la rébellion. Il y a même, à un moment, ils ont donné le nom d'une rébellion qu'ils voudraient créer. C'était une sorte de force de libération du Cameroun. On sait qu'au niveau de la SIA, il y a le mouvement de libération du Cameroun. Quand vous mettez ça, vous mettez cette information à côté d'une information sensible qui est venue de RCA, c'est-à-dire un colonel soudanais qui a été interpellé par les éléments du général Emeti. Ce colonel des forces armées soudanaises, c'est-à-dire proche de Al-Bourhan, révèle que plus de 130 000 combattants ont été formés au niveau du Soudan et qui ont pour destination finale le Cameroun. Il donne l'itinéraire de ces combattants et les zones cibles. Il dit l'une des zones sera l'extrême nord, l'autre zone sera le nord et une autre division de ces combattants, ça sera Bertois. Il dit comment ils sont prêts. Quand on lui demande, il dit qu'il n'a jamais mis ses pieds au Cameroun, mais il avait une carte du Cameroun. Il dit qu'on leur a demandé de couper ces officiers français et états-uniens, qui leur ont demandé de couper à partir de Bertois, et à partir de Bertois, redescendre sur Yaoundé. Donc, le plan d'une rébellion existe déjà. Mais ils se rendent compte d'une chose, la victoire de Mohamed Kaka, et c'est pour ça que vous allez voir Kamto venir, le professeur Kamto venir et essayer de menacer la République. Ils ont vu qu'avec la victoire du président Kaka, le Tchad s'impose comme étant un des premiers remparts du Cameroun. À côté, vous avez le Centrafrique, dont les 130 000 combattants, ce sera difficile de les avoir au Cameroun. Qu'est-ce qui leur reste donc? Ce qui leur reste, c'est une partie d'éléments corrompus qui sont dans l'armée, d'éléments qui n'ont pas suffisamment intégré les valeurs républicaines dans l'armée et qui sont prêts à vendre leurs services aux plus offrants. Donc, ils veulent miser là-dessus pour essayer de faire quelque chose. À ce niveau également, nous sommes sûrs que les forces de sécurité et de défense sont en train d'abattre un travail remarquable, surtout ceux du renseignement militaire et du renseignement prévisionnel, ils sont en train d'abattre un travail remarquable et qu'ils vont pouvoir démanteler toutes ces cellules dormantes avant 2025 ou du moins courant 2025. Donc voilà un peu à quoi participe tout ça. C'est une stratégie de chantage qui veut dire au président Biya, si tu es candidat en 2025 et si tu opères ce grand changement que nous sommes en train de voir
nous sommes en train de voir se dessiner, c'est-à-dire te rapprocher totalement des panafricanistes pour avoir une logique totalement souverainiste, eh bien, sache que nous sommes prêts à te créer le chaos. Mais ça participe de la logique du chantage de l'Occident. Souvenez-vous lorsque Vladimir Poutine a lancé l'offensive contre Kiev. Quand il a lancé son offensive, on nous a dit qu'on devait mettre la Russie à genoux. On sait aujourd'hui que c'est le même pays qui a promis de mettre la Russie à genoux, qui est à plat ventre, les pieds en l'air et la bouche toute ouverte en train de crier au secours international. C'est la France qui annonçait qu'elle devait mettre la Russie à genoux. Aujourd'hui, on voit que c'est elle qui demande à tout le monde de l'aider. Elle va supplier les Africains pour avoir un peu de gaz. Elle va supplier les Chinois pour avoir toujours du matériel médical. Donc, c'est eux qui sont couchés à plat ventre désormais au sol. Ces pays-là font du chantage au président Biya. Et ça a toujours fonctionné comme ça. C'est pourquoi nous disons que le scénario de révolution de couleur n'est pas nouveau au Cameroun. Ils ont commencé cela depuis la fin des années 80. Ils ont toujours utilisé le chantage pour positionner des pions dans le gouvernement du président Biya, les présentant comme étant ceux qui allaient réformer l'économie, alors que c'est des gens qui devaient simplement endetter notre pays, nous faire perdre de vue l'idée que nous pouvons nous-mêmes construire notre pays. Et quand ces gens-là sont inquiétés parce que corrompus, c'est les mêmes opposants qui viennent vous dire que non, quand on arrête celui-là, c'est simplement parce qu'il logne pour la fonction présidentielle. Donc vous voyez le concubinat incestueux entre ce qu'on appelle opposition et dirigeants corrompus du pouvoir. Pour nous, c'est la preuve que ces individus agissent en réseau. C'est l'endocolonat local à l'intérieur du pouvoir et l'endocolonal à l'extérieur du pouvoir. Ces deux endocolonats servent les mêmes intérêts, c'est les intérêts des puissances étrangères. C'est cet endocolonat qui veut faire le chantage au président Biya. Il faut savoir que Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, a des soutiens à l'intérieur de l'appareil dirigeant. Et ces soutiens lui disent que si tu continues à faire du chantage comme ça, on aura peur de continuer avec le président Paul Biya. Mais nous disons une chose. Le président a déjà amorcé une révolution à son âge. Eux-mêmes le disent, à son âge, on n'a plus peur. C'est eux qui le disent, hein. Ils disent qu'à son âge, on n'a plus peur. Nous lui disons également, à votre âge, Excellence, on n'a plus peur. Vous avez déjà porté un combat. Ils ont pris sur eux de salir votre nom. Ils vous ont vilipendé dans tous les pays et dans toute la République. Nous avons pris conscience que vous êtes un élément indispensable pour la survie de notre révolution. C'est pourquoi les forces panafricanistes veulent vous tenir la main et disent nous allons amener le peuple à vous soutenir pour continuer cette révolution. La seule chose que nous demandons, c'est que les panafricanistes, les dirigeants souverainistes convaincus qui sont dans l'administration se retrouvent aux premières loges et dirigent à vos côtés pour donner à votre révolution son plein sens. L'endocolonat du pouvoir, l'endocolonat de l'opposition peut se réunir désormais et affronter véritablement l'autre partie, l'autre versant du Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun souverainiste et panafricaniste. Et c'est en cela que tout ceci est bien, Hubert. C'est bien parce que finalement, on assiste, comme on dit souvent nous, de manière triviale dans les quartiers au Cameroun, on assiste au dernier combat. 2025, ce sera le dernier combat. Ce sera les forces endocoloniales du Cameroun face aux forces souverainistes du Cameroun. Le président Paul Biya ne sera pas seulement soutenu par les militants de son parti politique, le RDPC, il sera soutenu au-delà du RDPC par les sociétés civiles panafricanistes et par tous les panafricanistes qui veulent véritablement que cette révolution aboutisse. Et vous pouvez voir que dans les réseaux sociaux, ça commence à bouger. De plus en plus, on voit des jeunes convaincus qui disent « Nous allons prendre le risque du président Paul Biya ». C'est peut-être une manière de répondre déjà à votre question. Avant d'aller droitement à cette question, c'est une question que nous allons aborder. Hein. Je vous ai déjà donné le timing et puisque vous avez ouvert cette porte, en fait j'ai ouvert cette grande porte-là par vous, puisque là il fallait aussi être pionnier, vous serez toujours là. Mais j'ai envie de savoir de manière claire donc et de manière précise, Maurice Kamto ou le professeur Maurice Kamto est donc la figure de proue de cette affaire. Maurice Kamto n'est pas la figure de proue, mais il est l'un des épouvantails agités par l'Occident dans le cadre de leur stratégie de chantage au Cameroun. Vous allez voir qu'à côté de lui, il y a Cabral Libé, il y a les Kawala, il y a quelques opposants qui, de temps
en temps sont reçus par les officines états-uniennes ou bien du Quai d'Orsay, qui ont aussi pour fonction d'agiter la menace d'une révolution de couleur en 2025. Le président Paul Biya ne devrait pas redouter cela. À un moment même, ils ont voulu instrumentaliser Samuel Eto'o. Nous espérons que Samuel Eto'o a tiré des leçons et qu'il s'est assagi à la suite du spectacle tout à fait peu élogieux que nous avons observé ces derniers jours entre lui et le MINSEP pour une affaire qui aurait pu se résoudre à partir simplement d'un échange de coups de fil ou bien d'un échange de courtoisie entre les deux responsables. Ils veulent se présenter comme étant ceux qui font pression sur le président Biya. Ce genre de rôle a toujours été joué par beaucoup d'opposants en Afrique. C'est-à-dire quoi? On prend un président, on le met devant vous et on prend quelques personnes qui se présentent comme étant des défenseurs du peuple, mais qui en fait ont pour véritable patron le Quai d'Orsay ou bien Washington, et qui viennent devant vous tout le temps pour vous agiter à l'effet de mettre la pression sur celui qui dirige, au profit essentiellement des puissances étrangères. C'est le rôle que joue Maurice Kamto. L'interlocuteur le plus puissant de ce réseau, c'est l'ancien ministre de l'administration territoriale, Marafa Hamidou Yahya. Quand vous écoutez tous les discours de ces propos, de ces tentatives de rébellion, de ces constructions de rébellion, le nom qui est toujours au cœur, c'est Marafa Hamidou Yahya. Et vous allez voir, en 2011, quand Maurice Kamto parle du gouvernement, Marafa Hamidou Yahya, dans la campagne présidentielle, quand il arrivait au nom déjà président, on disait déjà président. Pourquoi? Parce que Nicolas Sarkozy de Bossa, le boucher de Tripoli, lui avait déjà confié qu'il serait président après le président Paul Biya. Et d'ailleurs, Marafa agissait de telle sorte que il se présentait déjà comme étant le dauphin légitime. Donc c'est lui le vrai patron de cette mouvance, c'est lui l'interlocuteur. Les autres ne sont que les personnes qu'il a introduites dans les réseaux, bien qu'ils ont été cooptés par ces réseaux. D'ailleurs, quand vous regardez dans leur groupe WhatsApp, eux tous n'hésitent pas à faire de lui la figure de proue. Et vous allez voir les connivents. Vous avez un groupe d'avocats, ils appartiennent au MRC. Ils vont dans le plateau de télévision. Quel est leur discours? Leur discours, c'est celui-ci. Marafa a été condamné pour complicité intellectuelle. Il dit c'est tellement léger. Un individu qui a pour histoire politique d'avoir brimé leur liberté politique. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a réprimé les libertés politiques et pour lequel l'opposition devait avoir une haine viscérale ou bien devait avoir une désolidarisation systématique, ça aurait pu être Marafa. Mais c'est avec lui que vous voyez ces opposants venir sur les plateaux vous dire on l'a condamné pour rien. Il ne mérite plus être en prison. Il faut qu'on l'envoie à l'étranger pour suivre ses soins. Pourquoi ils veulent tant qu'il aille à l'étranger suivre ses soins? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi aujourd'hui? La maladie déclarée, je tiens à rappeler que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a été déclarée. Ça fait 5 ans que Marafa dit qu'il est malade. Ça fait 4 ans qu'il dit qu'il est malade. Donc, non, ça fait 5 ans qu'il dit qu'il est malade. Donc, en principe, ils auraient pu demander qu'il soit évacué depuis. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Parce qu'en fait, le scénario libyen, c'est-à-dire de concentration des patrons de la rébellion à l'étranger, doit se réaliser au Cameroun. C'est pourquoi nous disons aux autorités, voilà l'individu qui semble le plus dangereux dans cette dynamique. Les autres réseaux, les réseaux qui ont été ouverts à M. Maurice Kamto, tous ces réseaux sont aujourd'hui à l'essoufflement. Quand vous regardez la base, beaucoup de membres de la base ont démissionné. Quand vous regardez dans les cercles à l'étranger, beaucoup de ces lieutenants ont démissionné. Donc, il n'y a plus d'éléments pertinents autour de lui. La dynamique qu'il incarnait au niveau national, elle s'est effritée. Donc, il lui reste un seul pilier sur lequel s'appuyer. Et vous allez voir que ces influenceurs dans les réseaux sociaux sont devenus d'un coup tout à fait sympathiques des souffrances de nos frères dans le Grand Nord. Ils montrent les écoles sous l'arbre, ils montrent les routes qui ne sont pas bitumées, ils montrent les faméliques enfants du Nord, donc toujours en train de présenter un portrait qui vise à créer la sympathie avec les populations du Nord. Pourquoi cette sympathie soudaine? Pourquoi cette volonté soudaine de se rapprocher des populations du Nord? Ce n'est pas seulement dans l'optique de conquérir l'électorat, c'est pour montrer au grand patron Marafa qu'ils sont dans le même combat et qu'ils sont prêts à se joindre dans la lutte pour
dans la lutte avec comme objectif la révolution de couleur au Cameroun. Voilà un peu ce qui se dégage. Et donc, ces acteurs-là qui sont agités par les puissances étrangères sont bien organisés en réseau local, travaillent en synergie et ont même leur société civile. Vous allez voir certains patrons d'associations qui sont même membres de l'organisme en charge de la gestion de la question des droits de l'homme, hein, l'organisme gouvernemental en charge de la gestion de la question des droits de l'homme. Ils sont même membres, mais les patrons de ces associations, ils n'hésitent pas à montrer leur solidarité à tout ce qui se fait au MRC. Ils insupportent toute critique contre ce parti politique, ce qui montre effectivement qu'ils appartiennent à la grande nébuleuse. C'est tout un complot qui est en train d'être mis sur pied. Et ce complot va échouer, mon frère Hubert. Le discours qu'ils tiennent, si Paul Biya est candidat en 2025, le Cameroun s'embrase. Ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ils ne tiennent pas la rue. Ils ne contrôlent pas le Cameroun. Ils ne peuvent rien faire. C'est une stratégie de chantage qui a déjà trop duré. Depuis 1990, le Cameroun avance à petits pas à cause de ces maîtres chanteurs. Et leurs alliés au sein du gouvernement plombent l'action du président parce qu'ils savent que leurs défenseurs sont en face. Il faut que le président prenne la mesure des choses et se débarrasse de ces acteurs. Tous ceux qui sont dans la prévarication, qu'ils s'en débarrassent parce qu'ils ont leurs complices dans l'opposition qui vont les soutenir. Mais qu'ils sachent une chose, le peuple souverain du Cameroun le soutiendra lui, parce que le peuple souverain du Cameroun, c'est lui qui l'a élu en 2018. C'est ce peuple qui sera encore à ses côtés en 2025. Et si ce peuple a besoin qu'il continue de gérer le Cameroun, puisque la loi ne lui interdit pas d'être candidat, puisque la loi ne limite pas les mandats au Cameroun, qu'il soit candidat si le peuple le plébiscite. Et quand bien même le peuple va l'élire, parce que le peuple majoritairement pense que le président Paul Biya est le moindre mal. C'est ça la logique des Camerounais. Ils disent c'est le moindre mal. Parce qu'on a vu le discours et les logiques autour de l'opposition. En tant que moindre mal, s'il est élu, qu'il le sache. Les Camerounais le soutiendront si et seulement si il a une politique cohérente. C'est-à-dire se débarrasser de tous ces endocolons du pouvoir et se laisser entourer de compétences nouvelles, de gens convaincus qui ont de véritables convictions, de gens qui défendent vraiment le Cameroun, des gens qui ont à cœur de faire du Cameroun une puissance rayonnante dans le monde, une puissance qui pourra se démarquer et qui pourra elle-même tutoyer les plus grandes dans le monde. Pour cette analyse, Jonathan Batanguène, et d'ailleurs ça trace les lignes de notre émission qui apparaît comme une émission véritablement spéciale. Et à vous suivre, on peut donc conclure d'une manière ou d'une autre que vous êtes pour la candidature du président Paul Biya en 2025, puisque la thématique c'est pour ou contre. Ça veut donc dire que vous êtes pour. Vous vous positionnez pour la candidature du président Paul Biya. Ne pas dire, répondre oui serait simplement être en cohérence avec les idées que nous défendons. Vous savez, vous êtes un aîné. Quand on regarde la carrière politique de l'homme, quand on regarde le travail que le président Paul Biya a apporté, a abattu tout au long de sa longue carrière politique, quand on regarde là où il a positionné le Cameroun, il y a une seule chose qu'on lui demande, c'est d'arbitrer lui-même les derniers moments de sa vie, la continuité du Cameroun. Il y a une situation qui au Cameroun, avant d'aller dans cette situation, commençons déjà à voir ce que vous appelez arbitrer. Qu'est-ce que vous entendez par arbitrer pour qu'on puisse décanter cela, décrypter cela et évoluer? Arbitrer, c'est que aujourd'hui au Cameroun, la logique souverainiste qui a été portée par le président est en train de gagner du terrain. Et le peuple, dans sa grande majorité, y adhère. Quand vous allez partout, les Camerounais reconnaissent l'engagement souverain du président de la République. L'arbitrage consiste à quoi? Il y a ceux qui ont accompagné le président de la République, mais qui font partie de l'endo. Les gens qui
à partir de la France ou bien des États-Unis, soit par adhésion à des loges ésotériques, soit par le cursus académique, soit par l'insertion dans des réseaux de pouvoir à l'international. Donc, eux, ils ont toujours regardé les Occidentaux comme étant des personnes qui peuvent les aider. Ceux-là, vous m'entendez, Hubert? Là, vous êtes à l'antenne, merci. Qui sont ceux-là? Ok. Ceux-là ont toujours voulu maintenir le cap avec l'Occident. Alors, il faut maintenant procéder à un arbitrage. Il faut que le président puisse redonner à la dynamique souverainiste pleinement sa puissance, qu'il puisse écarter un ensemble de responsables qui peuvent compromettre la dynamique panafricaniste et souverainiste au sommet de l'État, et que, comme ça s'est passé sous le président Ahidjo, il puisse remettre le pouvoir entre les mains de personnes fiables qui pourront continuer après lui le bon travail qui a été amorcé sous Ahidjo, c'est-à-dire l'émancipation totale du Cameroun. Et nous savons que il a été lui-même membre de la jeunesse UPCiste en France, c'est-à-dire l'UNEC. Et ça veut dire que il a également cet héritage UPCiste qu'il doit léguer aux générations futures. C'est ça que nous appelons les grands arbitrages. Et dans ces grands arbitrages, il y a les grands équilibres sur lesquels il doit pouvoir à nouveau jouer en les reconfigurant, parce que les grands équilibres sont nécessaires pour la stabilité du Cameroun. Vous dites des choses très importantes qui, en réalité, sont au cœur de cette programmation. Cette émission, je l'ai dit, c'est jusqu'à la convocation du corps électoral, si besoin en est. C'est créé ici et j'espère que d'autres chaînes de télévision ne vont pas faire le copiage. Vous êtes en train de dire qu'il faut une jonction entre l'œuvre accomplie par le président Ahmadou Ahidjo et l'œuvre du président Paul Biya. Je veux bien comprendre. Tout à fait, tout à fait. Il faut une jonction. Il faut effectivement que une génération débarrassée des carcans d'un révisionnisme historique qui essentiellement met en chien de faïence la gestion sous le président Ahidjo et celle sous le président Paul Biya, que cette vision cesse de prévaloir au sommet de l'État. On doit rentrer dans une continuité historique où on prend les points qui ont été abordés par le président Ahidjo, on les évalue de manière froide et on regarde les points qui ont été abordés par le président Biya, on les évalue également de manière froide et on lance les jalons du développement souverain du Cameroun. C'est ce qu'il faut désormais pour notre pays. On ne doit pas se mettre à chercher les poux dans la tête du président Ahidjo ou bien dans ceux du président Biya, et on ne doit pas se distraire à un certain procès contre ces deux dirigeants, parce qu'ils ont apporté à leur manière une contribution décisive dans l'élan de conquête de notre souveraineté à notre pays. Et c'est une génération politique qui assume cet héritage, ce double héritage, mais aussi ce triple héritage, parce que cette génération doit assumer le combat des nationalistes, parce que le président Biya à Moscou, quand il était au sommet Afrique-Russie, il a dit quelque chose qui réconforte tous ceux qui pensaient que le combat des nationalistes n'avait pas de sens à ses yeux. Il a dit: la Russie a été le seul pays qui a sincèrement aidé ceux qui se battaient pour l'indépendance de l'Afrique. Ça veut dire qu'en fait, le président Biya voulait dire une chose: ceux qui se battaient pour l'indépendance étaient dans le vrai, dont les UPCistes étaient dans le vrai. Il n'a donc pas renié son engagement UPCiste de la première heure. Il faut donc une génération qui assume cela, pas une génération qui a une mémoire sélective, qui vous dira non, le président Biya, puisqu'il est entré dans une administration néocoloniale, il est donc la continuité néocoloniale, il faut l'opposer au président Ahidjo, puis l'opposer aux nationalistes, et faire comme si on va recréer un Cameroun qui serait un Cameroun des êtres parfaits. On doit sortir de cette vision manichéenne. Il faut une génération politique qui a un discours nouveau, un discours authentique, qui assume
notre triple héritage, celui des indépendantistes, celui du président Ahidjo et celui du président Biya. Voilà ce que nous entendons par grand arbitrage, grands arbitrages. Il faut d'abord réussir cet arbitrage-là, remettre au devant de la scène une génération qui n'a pas honte de dire oui, nous voulons continuer l'œuvre du président Biya. Et nous sommes de cette génération. Nous disons, nous voulons continuer son œuvre au sommet. Nous voulons la parfaire. Nous voulons la mener à des plus grandes réussites que lui, le promoteur, lui, l'un des fondateurs, a fixé. Et nous voulons aussi continuer le travail de tous les libérateurs du Cameroun, le président Ahidjo et les indépendantistes de l'UPC. Voilà un peu le discours nouveau que le président Biya doit pouvoir imposer au sein de l'appareil dirigeant. C'est un discours qui va fâcher les anciens partenaires traditionnels, entre guillemets, du Cameroun. On sait que c'est des partenaires qui nous ont toujours posé beaucoup de problèmes. Tantôt ils soutiennent Boko Haram, tantôt ils soutiennent les ambazoniens, tantôt ils veulent traîner le Cameroun aux Nations Unies. Donc, ces partenaires, on n'a plus peur de les affronter. Cette génération doit aussi assumer sa capacité à faire front contre ces anciens partenaires. Il faut aussi travailler sur les grands équilibres parce que les grands équilibres régionaux participent de la cohésion nationale. Nous ne pensons pas que les équilibres régionaux sont désuets. Il faut les maintenir. Nous sommes une mosaïque humaine, nous sommes une diversité de peuples et nous avons besoin des fils de partout au Cameroun pour construire ce Cameroun nouveau. Le président Biya posait cette question, je crois, en 1987. Quel Cameroun voulons-nous léguer à nos enfants? Je crois que notre génération est ici, là maintenant, nous répondons assez clairement à cette question. C'est ce Cameroun-là que nous voulons, cher papa. C'est ce Cameroun que nous voulons construire à ta suite. Merci Jonathan Batanguène et je dois avouer que je suis fier de la formation effectuée parce que vous parlez là déjà pratiquement en maître et avec beaucoup de projections, et avec beaucoup d'assurance, beaucoup de conviction et d'ailleurs beaucoup de pertinence. On va vers la fin de ce programme et je rappelle que vous avez été l'un des premiers invités. L'autre était à Paris de cette émission sur Canal Afrique, la chaîne La Diaspora. Cette première émission, élection présidentielle en Afrique, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. On va vers la fin de ce programme. Alors, si je vous comprends bien, il est clair qu'il y a un complot et dans ce complot, il faut être très intelligent et très sage lorsqu'on est Camerounais pour choisir l'essentiel. Et vous, vraisemblablement, vous êtes en train de choisir l'essentiel qui est pour vous le président de la République actuelle, Paul Biya. Tout à fait, c'est tout à fait bien résumé. Il y a tout un complot, c'est un complot qui a été formulé dès le départ par les puissances étrangères dans ce qu'ils ont appelé le multipartisme sous forme de chantage. Ce complot vise simplement à maintenir le président Paul Biya sous la coupe des Occidentaux, vise à domestiquer ses élans révolutionnaires. Il est temps de s'en émanciper. Il faut que le président assume totalement sa révolution et nous sommes tous prêts à le soutenir. Le président ne doit pas en douter. Vous savez, mon frère Hubert, la rue camerounaise est profondément panafricaniste. La rue camerounaise est profondément panafricaniste. Cette rue n'attend qu'une chose, c'est de voir le président dire, c'est ça le cap. Et vous verrez, tous ceux qui font le chantage là, Hubert, ils n'auront même que leurs yeux pour pleurer. Ils ne pourront rien faire. Les Camerounais sont profondément souverainistes et nationalistes. Les Camerounais vont dire, si c'est ça le cap, nous sommes avec toi, papy. D'ailleurs, il appelle tout ça affectueusement notre papy. Ça veut dire une chose, les Camerounais veulent aujourd'hui voir le papy guider le Cameroun vers sa grande révolution panafricaniste et souverainiste. Le papy est déjà entré dans l'histoire. On sait ce qu'il a fait. Rien que la création d'Afrique, rien que l'existence d'Afrique Média au Cameroun fait de lui un héros de l'Afrique. Aujourd'hui, il va encore faire mieux. 2025, nous voulons qu'il porte ce combat, qu'il l'assume et qu'il soit notre guide, qui dit, comme Kadhafi le faisait hier, voilà mes enfants, ce que je vous laisse, voilà mes petits-enfants, le Cameroun que je voulais vous céder. Donc, pour nous, c'est ça l'essentiel qu'il faut choisir. Il faut sortir, il faut que les jeunes sortent de cette politique du chantage, qu'ils sortent de ces sentiers de l'aventurisme, qu'ils sortent de ces illusions
de quelques hauts commis qui travaillent en réseau avec leurs amis au sein du pouvoir qui s'illustrent dans la prévarication, parce que les prévaricateurs parfois financent les partis d'opposition. Hein. Nous avons quelquefois établi des connivences, ou bien nous avons même vécu des situations qui étaient tout à fait amusantes, où des opposants recevaient des mallettes de la part de hauts commis de l'État. Donc, il faut que les jeunes n'écoutent pas ces gens. Ces gens n'ont aucune crédibilité. L'essentiel, c'est de continuer la révolution panafricaniste et souverainiste aux côtés du guide, le président Paul Biya. Parce qu'en 2025, il ne battra pas campagne en tant que simplement président. Il a fini son parcours en tant que président. Aujourd'hui, pour l'ensemble du continent et pour les peuples libres de l'humanité, il est un guide. Mon frère Hubert, quand les Russes regardent les panafricanistes, ils voient des gens qui n'ont pas peur de l'Occident. Mais un homme a insufflé ce courage, c'est le président Paul Biya. Ça veut dire que c'est un guide pour l'humanité. Et voilà le statut qu'il devrait avoir en 2025. Il faut qu'il soit honoré comme tel. C'est ça, pour nous, le choix que les jeunes doivent faire. C'est le choix que l'ensemble de la société politique camerounaise doit faire. C'est ce que le peuple camerounais doit être appelé à faire. Plébisciter président Paul Biya en 2025. Vous dit des choses qui sont assez vraies parce que, officiant en ce temps-là pour Afrique Média, je dois révéler, d'ailleurs, créateur de l'émission révolutionnaire de cette chaîne, le débat panafricain, je dois préciser que Bruno Gant, qui est ambassadeur du Cameroun, a fait des mains et des pieds, j'ai les fiches de renseignement, a fait des mains et des pieds pour que Afrique Média soit suspendu et annulé. Il n'a pas eu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais on va revenir à l'intérieur du Cameroun, mais il y a quand même les jeunes qui se plaignent d'un ensemble de choses qui ne marchent pas, que vous avez dit tout à l'heure, l'eau, l'électricité, les routes, un ensemble de choses qui ne marchent pas. Est-ce que, à quel niveau on peut situer ces manquements-là? Ces manquements, les routes, l'électricité, c'est des manquements, excusez mon frère, mon cher aîné, c'est des manquements, nous les avons toujours considérés comme très importants mais secondaires. Lorsqu'un pays a sa souveraineté, il peut engager une véritable politique infrastructurelle. Lorsqu'un pays n'a pas sa souveraineté, sa politique infrastructurelle dépend en grande partie des financements extérieurs. Et l'un des problèmes du Cameroun, c'est les financements extérieurs. Parfois, le Cameroun est victime d'un chantage des instances internationales qui vont conditionner les financements. La politique également dans le domaine de l'électricité, nous pensons que nous ne sommes pas un pays où on doit commercialiser l'électricité dans les ménages. Parce que le Cameroun est quand même le deuxième réservoir hydroélectrique, le deuxième potentiel hydroélectrique du continent. Donc ça veut dire que si nous exploitons de manière optimale notre secteur hydroélectrique, nous pouvons fournir gratuitement ou à bas prix l'électricité aux ménages. Et pour nous, la politique d'électricité ne doit pas être aux mains des libéraux. Non, elle doit être aux mains de l'État et elle doit même faire partie du package des services sociaux qui sont offerts aux Camerounais moyens. Parce que nous avons les ressources naturelles qui peuvent porter ce genre d'économie. C'est un peu notre vision de la chose. C'est pourquoi nous ne versons pas dans la critique absolue de ce qui ne marche pas actuellement. Mais nous comprenons cette critique. Parce que cette critique cette critique met en exergue les limites de la libéralisation du secteur de l'électricité. Si notre secteur de l'électricité se portait mal en 1999 lorsque on a cédé la Sonel à AES, après 1999, AES a fait de la compagnie d'électricité un espace de violence psychologique contre les Camerounais. Parce que AES a d'abord introduit, et chacun de nous se souvient, a introduit le mot délestage dans notre vocabulaire. Les Camerounais ne connaissaient pas le mot délestage sous la Sonel. C'est AES qui nous a introduit les délestages. Or, AES, c'est les capitaux internationaux. Après AES, c'est Eneo. Et quand vous regardez les procédures de privatisation, vous allez voir la corruption internationale qui a été activée par les réseaux du capitalisme international. Donc, il y a ces problèmes, mais ces problèmes sont dus au modèle économique qui a été
choisi qui nous a été imposé, pardon, par les puissances étrangères via les bailleurs de fonds internationaux. C'est un modèle qui visait à libéraliser le secteur de l'énergie. Les secteurs de souveraineté comme l'énergie, la santé, l'éducation doivent être le monopole de l'État, y compris la défense nationale et je crois encore 2 autres secteurs qui doivent être le monopole, et les télécommunications doivent être le monopole de l'État. Et en la matière, ainsi que le transport ferroviaire, pardon, ça doit être le monopole de l'État. Et le monopole de l'État doit s'exercer là-bas en accordant des services à bas coût aux citoyens. Nous pensons que l'enjeu de 2025, ce sera aussi d'assurer la renationalisation de l'ensemble de notre système de l'énergie. Il y a plusieurs centrales thermiques qui sont entre les mains de puissances étrangères. La France gère encore, par exemple, le Globelec. Globelec, c'est les capitaux français. On ne peut pas permettre qu'un pays qui se montre hostile au Cameroun gère des capitaux aussi sensibles ou bien gère un secteur aussi sensible. Nachigal, c'est EDF qui est l'actionnaire majoritaire. On ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de partenaires sur nos projets énergétiques. Ça doit être récupéré entièrement par l'État et l'État doit assurer le plein fonctionnement de ce secteur énergétique. Nous devons également développer d'autres secteurs. C'est ce que nous encourageons l'État à faire, à diversifier dans le cadre de la décentralisation l'offre énergétique. Vous avez l'énergie thermique. Avec des experts camerounais, c'est possible d'avoir des centrales thermiques dans des centrales pas thermiques, des centrales dans le sol géothermiques, voilà, géothermiques, des centrales géothermiques. C'est possible de les avoir dans chaque localité. Donc pour nous, il y a un éventail de solutions qu'on peut entrouvrir dans cette crise du secteur énergétique à partir de la libéralisation. On peut en renationalisant, redonner à notre secteur énergétique de la vitalité. Pour nous, voilà un peu la lecture que nous faisons et nous avons une posture purement nationaliste, purement souverainiste. Nous pensons également à la monnaie. Avec une monnaie souveraine, les projets d'infrastructure comme les routes, nous pensons que ça peut être résolu. Qu'à cela ne tienne, le président Paul Biya a fait déjà beaucoup. Le Cameroun est quand même le premier réseau routier des pays d'Afrique francophone, largement devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'en a que 7100. C'est une étude de la Banque africaine de développement qui l'a montré. 7100 km de route bitumée contre plus de 12 000 au Cameroun. Vous comprenez que le gap est important. Le Cameroun a déjà, avec le président Paul Biya, amorcé un grand pan de son développement infrastructurel. Il faut continuer dans ce sens. Il faut que l'ensemble des routes du Cameroun, ou bien l'essentiel des routes du Cameroun, puisse être bitumé. Et nous avons le potentiel nous avons la compagnie d'énergie, la Sonara, qu'il faut remettre sur pied. Nous savons qu'il y a des partenaires qui peuvent nous y accompagner. Il faut simplement qu'il y ait une administration qui ait le courage de défier le petit chantage de Washington. Si nous avons une administration courageuse comme on a vu au Niger, qui peut défier Washington, nous faisons venir Gazprom et Gazprom nous reconstruit la Sonara totalement, mais cette fois-là une Sonara adaptée à nos besoins. Avec la Sonara reconstruite, on peut espérer que les chantiers de route vont être davantage accélérés et que nous aurons bien plus de routes bitumées dans le pays. Donc, tout notre projet, toute notre vision, c'est un État qui assume sa logique souverainiste, un État qui désormais rentre dans le modèle d'une économie basée sur la souveraineté, une économie qui défend sa souveraineté, une économie qui promeut sa souveraineté, un peuple engagé pour sa souveraineté. Merci à toi, Jonathan Batangene. Non, à vous, Jonathan Batangene. Devenu un si grand analyste, ça c'est avec fierté et bonheur. On va se donner rendez-vous pour cette thématique car elle vient chaque semaine. On va se redonner rendez-vous pour la reprendre la semaine prochaine. Mais vous, je pose une question. Est-ce que si on vous met face à une personne qui est contre, vous allez accepter la confrontation ? Ce sera un immense plaisir, mon frère, mon très cher aîné. Vous savez, le monologue peut être le propre de ceux qui n'ont pas de conviction ou bien qui veulent se bercer de leurs propres idées. Et ce n'est pas notre cas. Nous aimons bien la contradiction, car la contradiction permet parfois d'ajuster les idées, mais permet aussi de voir à quel point on peut être pertinent ou bien de voir à quel point une idée peut être pertinente. Mais nous avons confiance qu'aucune contradiction
ne pourra vraiment triompher de nos idées, parce que nous avons mûrement travaillé sur le choix du président Paul Biya. C'est le fruit de beaucoup d'analyses, et quand on regarde le niveau analytique atteint par le panafricanisme au Cameroun, on peut être sûr d'avoir la capacité de répondre à toute contradiction. Contradiction que nous allons certainement ouvrir au cours des prochaines éditions de présidentielle 2025 au Cameroun, pour ou contre la candidature du président Paul Biya. Merci et à la semaine prochaine.